Alors donc je suis Bernard Tepper, je suis ingénieur et économiste de formation, j'ai écrit plusieurs livres, dont un sur contre les prédateurs de la santé et un dernier livre sur la sécurité sociale avec un agent de direction un jeune agent de direction de cette sécurité sociale. Vous pouvez avoir ces livres ici. Alors, dans l'atelier précédent, on a bien montré que les politiques néolibérales ne s'appuient pas sur les besoins sociaux des habitants dans les territoires. Et la question, c'est que maintenant, c'est même corroboré par un texte récent qui est le texte du HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, vient de sortir un avis il y a 1 ou 2 mois et qui dit très explicitement qu'il faut modifier, faire bifurquer la politique de santé. Au moment où on ferme des hôpitaux et des maternités de proximité, l'avis du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie dit il faut en construire 550 à 600 de plus. Voilà. Et là, vous voyez donc deux options. L'un tient compte des besoins sociaux. De l'autre côté, on ne tient pas compte des besoins sociaux et on transforme à marche forcée le système de santé et de protection sociale pour que ça devienne rentable. En plus, puisque je suis dans le coin d'Orsay, je dois vous dire que la dynamique qui est lancée autour du plateau d'Orsay, elle a quelque chose de plus fort que ce qui se passe ailleurs. Pour les néolibéraux, ce qui compte, c'est la concurrence de tous contre tous, des établissements contre les établissements, et ils s'appuient sur, en fait, des classements. Et il y a un classement qui est le classement de Shanghai. Et dans ce classement de Shanghai, l'université Paris, je crois que c'est Paris 10 Orsay, Paris 11, oui, Paris 11, exact, vient de gagner 5 places. Le but d'une oligarchie locale, soutenue par l'État, c'est de continuer la montée dans le classement de Shanghai. Et dans le classement de Shanghai des universités, il y a un poids extrêmement important sur les hôpitaux. Et puisqu'il y a ici présent le responsable du collectif de défense du GHU, Henri Mondor, nous sommes dans une bataille où ils veulent que le service de transplantation hépatique passe à Brousse, à Villejuif. Mais l'hôpital Brousse de Villejuif fait partie de Paris 11 Orsay. Et c'est une des raisons supplémentaires de l'opération. Et donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a à peu près, je dirais, le même raisonnement gouvernemental sur l'éducation, où vous avez un classement PISA, et où la dynamique du ministère de l'Éducation nationale, c'est de faire monter un certain nombre de structures
pour les faire monter dans le classement de Shanghai, dans le classement PISA cette fois-ci, et bien sûr au détriment du reste. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est de comprendre les raisons qui font qu'on est, je dirais, mangé à cette sauce. Parce qu'en réalité, l'hôpital public a fait beaucoup d'économies. Si on prend que l'hôpital public, c'est 36% de la CSBM. C'est-à-dire la CSBM, consommation des soins biens médicaux, c'est-à-dire ce que paye l'assurance maladie aux hôpitaux publics, c'est 36% de sa dépense. Tout à l'heure, dans l'atelier, tu as parlé de 46% parce que tu rajoutais les cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires. Donc là, on arrive à 46%. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi ils font cela. Pourquoi ils veulent supprimer des hôpitaux et des maternités de proximité, aussi bien en zone urbaine, et alors dans votre cas, c'est d'aller mettre un hôpital au milieu de nulle part, comme m'a dit un médecin local. Pourquoi ils font ça? Alors que même le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie dit qu'il faut créer 550 à 600. Je vous conseille d'ailleurs de lire cet avis. Voilà. Alors pour ça, eh ben, il faut comprendre que c'est une nécessité pour le système. C'est-à-dire que nous sommes, je vais employer des gros mots, hein, vous m'en excuserez, mais nous sommes dans un moment où les taux de profit dans l'économie réelle sont très bas. Et que pour faire monter ces taux de profit, le but du capitalisme, c'est d'avoir des taux de profit élevés. Hein, c'est le seul but. Hein. Pour faire monter ces taux de profit, il faut utiliser la spéculation financière internationale. Il faut donc l'alimenter. Il faut donc de l'argent pour l'alimenter. Et pour l'alimenter, il faut modifier la répartition des richesses et faire en sorte que la masse des profits augmente à l'intérieur de la richesse produite pour pouvoir alimenter cela. Et pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'intensification du travail, mais dans l'hôpital, ça aboutit à une montée des suicides, à une montée du stress. Vous avez toute une série y compris de médecins qui se suicident dans les hôpitaux français, parce qu'ils sont soumis, de la part de leur hiérarchie, à un management, je dirais, ultra-libéral. Voilà. Donc c'est plus possible d'augmenter l'intensification du travail. Une guerre mondiale, le niveau des armements l'empêche. Alors il reste l'innovation technologique. Il n'y a aucune innovation technologique qui tire, je dirais, l'évolution, en tout cas de façon suffisante, comme a tiré l'électricité, la machine à vapeur, etc. Il reste donc plus qu'une seule solution. C'est la baisse des salaires directs et socialisés. Et la deuxième chose, c'est la privatisation des profits et la socialisation des pertes dans les deux secteurs socialisés qui existent en France, c'est-à-dire l'école et l'ensemble de la protection sociale. Et c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et pas seulement dans l'hôpital. On prévoit 70 000 postes de fonctionnaires en moins dans la fonction publique territoriale, on prévoit 50 000 postes de fonctionnaires d'État dans la fonction publique d'État, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ce que Condorcet appelait la sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire l'école, la protection sociale, dont j'inclus l'hôpital dedans,
et les services publics, eh bien, c'est la poule aux œufs d'or permettant effectivement l'augmentation des taux de profit. Voilà. Et plus vous montez dans le classement de Shanghai, plus vous êtes rentable. Hein, c'est un peu... Voilà. Alors, de ce point de vue, pour comprendre dans quel système on est, il faut repartir de ce qui s'est passé dans la période 1944-46. Alors je sais que c'est loin. On nous dit, oh là là, mais c'est très loin, c'est vieux, etc. Enfin, la sécurité sociale, elle est née comme ça. Elle est née parce qu'elle est notée dans le programme du Conseil national de la résistance, qui est sorti le 15 mars 1944. Elle a été appliquée par le premier gouvernement qui a appelé Ambroise Croizat, fin novembre 1945, à faire les 3 grandes lois de la sécurité sociale de 1946, la loi du 22 mai, la loi du 22 août et la loi du 30 octobre. Voilà. L'ensemble, bon, et y compris les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945. Et au départ, il y avait un projet qui était le projet de la Confédération CGT. Bon, à l'époque, il y avait 2 syndicats, CGT, CFTC. Hein, le reste n'existait pas. Je parle en confédéral. Et donc, ce projet, il y avait 3 conditions révolutionnaires qui ont été globalement appliquées. La première, c'est de décréter que la protection sociale est trop importante pour être gérée et par le privé et par l'État. Et le projet du Conseil national de la résistance, c'est que ça soit géré par les représentants élus des assurés sociaux. Il y avait des élections de députés pour gérer le budget de l'État, des élections à la Sécu pour gérer la sécurité sociale, qui était une gestion séparée. C'est très important de voir ça. Deuxième condition, c'est le financement par la cotisation sociale. Donc je le répète encore une fois, aucun salarié de l'hôpital n'est payé par l'État. Les salariés de l'hôpital sont payés par l'assurance maladie. Voilà. L'État ne paye que les fonctions publiques d'État et les collectivités locales payent les fonctionnaires des collectivités locales. Voilà. C'est pour ça qu'il y a 3 fonctions publiques qui ont des financements différents et qui ont, je dirais, qui travaillent dans des structures différentes. La troisième condition révolutionnaire, c'est qu'on remplace le principe de charité par le principe de solidarité en donnant au principe de solidarité une définition qui est la suivante: à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. C'est pas un mot en l'air, ça. Voilà. Ces 3 conditions ne sont plus respectées aujourd'hui. La gestion par les représentants élus des assurés sociaux, ça n'existe plus depuis 1967, date où on a inventé le paritarisme, qui est en fait un système où le patronat prend le pouvoir grâce à une alliance avec un syndicat complaisant. Voilà. La cotisation, elle est fortement attaquée. Depuis 1991, à la création de la CSG et les exonérations Fillon, etc., eh bien, on diminue la part des cotisations sociales, qui est, je le répète, le seul prélèvement, je dirais, dès la création de richesse dans l'entreprise, qui empêche d'ailleurs l'employeur de faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire de l'évasion fiscale légale. Voilà. Et puis la solidarité, eh bien aujourd'hui, on rentre petit à petit dans des médecines à 2, 3, 4 vitesses, et donc le principe de solidarité est profondément écorné. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis là pour arriver très vite au système actuel? Il y a eu
3 grandes phases d'étatisation de la sécurité sociale. Car je vous ai bien dit, la sécurité sociale n'appartenait pas à l'État quand l'État a créé la sécurité sociale. Ces 3 phases, c'est 1967, les ordonnances Jeannet du général de Gaulle, qui détruisent ce que de Gaulle a fait au premier gouvernement de la 4e République. Deuxièmement, 1995, où il y a une deuxième phase d'étatisation de la sécurité sociale par les lois Juppé. Et une troisième loi, alors il y a d'autres petites lois, mais c'est les 3 grandes, c'est la loi Bachelot de 2009, qui crée les GHT, dont on voit ici et ailleurs, c'est-à-dire les groupements hospitaliers. Non, les GHT, c'est la loi, c'est pas les GHT, c'est les CHT. Les CHT, ouais, tu as raison. GHT, les CHT, c'est de la maire Touraine. Voilà. Alors, pour rendre à Touraine ce qui appartient à Touraine. Même les conneries. Deuxièmement, le transformation de l'hôpital en hôpital entreprise. Voilà. Et puis ensuite, la création des ARS, Agences régionales de santé. Voilà. Je rappelle qu'avant la création de l'Assemblée de l'ARS, le pouvoir était partagé entre le ministère de la Santé et l'assurance maladie. Et donc là, on enlève du pouvoir à l'assurance maladie pour créer l'ARS, qui devient un bras armé gouvernemental, et petit à petit transformer l'assurance maladie en receveur-payeur. Voilà. Et bien évidemment, on rajoute bien sûr toutes les petites lois qui ont eu lieu. 1983, le forfait hospitalier. 1991, j'en ai parlé, la CSG. 1993, la loi sur les retraites, bon, c'est la protection sociale, mais qui fait qu'aujourd'hui, le retraité que je suis a 20% de moins de retraite de ce qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu la loi de 1993. 2001, transformation du code de la mutualité en code assurantiel. 2002, la T2A. 2003, les exofillons, etc., etc. Je pourrais continuer comme ça. Et à ce moment-là, on crée la tarification à l'activité dans les hôpitaux. Ce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il y a eu 3 passages. Au départ, les hôpitaux publics étaient payés en prix à la journée. Tant de jours, l'assurance maladie payée à la journée. Ensuite, il y a eu une modification de ce financement dans les années 80. C'est passé en budget global. C'est-à-dire que on donne à l'hôpital une enveloppe et il se débrouille avec cette enveloppe. Et qu'est-ce qu'on fait au début du siècle, là? On va chercher le système le moins performant de tout le monde développé, c'est-à-dire le système états-unien, américain. Celui qui coûte le plus cher et qui est le moins efficient. Aujourd'hui, les dépenses de santé sont entre 17 et 18% du PIB. 17 et 18% de la richesse produite. Alors, par exemple, en France, c'est entre 11 et 12%. Pourquoi on prend cela? Parce qu'on prend le système américain. Le système américain, c'était les DRG. Les DRG, ça voulait dire Diagnosis Related Group. Voilà. Des groupes homogènes de diagnostic, si on fait l'explicite de ce mot. Et ça devient, les DRG américaines deviennent en fait la T2A, la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les hôpitaux sont payés à l'activité. Vous avez par exemple une appendicite simple
vos temps, vous faites 1000 appendicites, je donne un chiffre au hasard, hein, eh bien vous touchez 1000 fois cet appendicite. Vous voyez ? Et on multiplie les actes comme ça. Avec bien sûr un inconvénient que beaucoup de médecins relatent, notamment les médecins des services de l'hôpital public, c'est que c'est très inflationniste. Parce que, je vais caricaturer, mon ami, supposons qu'il est chef de service dans un hôpital, que moi je suis directeur d'un hôpital, je vais le voir en disant « Vous faites que 800 actes techniques, eh bien il faudrait en faire 1000. Il faut donc faire des actes techniques qui ne sont pas nécessaires. » Et je précise ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans un hôpital privé pas loin d'ici, que certains ont détecté, spécialisé dans le cardiovasculaire, eh bien, le canard enchaîné a relaté l'idée suivante, c'est que quelqu'un qui rentrait, il avait systématiquement tous les actes techniques alors qu'aucun médecin l'avait demandé, et il y avait un médecin à la fin qui signait tous les actes pour se faire payer par l'assurance maladie. Ce qui est bien sûr est interdit. Alors, la question aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période de transition. C'est-à-dire on part d'un système où on s'appuie sur les besoins sociaux et ensuite on définit le taux de cotisation pour financer ce qui est nécessaire pour ces besoins sociaux, et on veut passer à un autre système à l'arrivée, ce qui n'est pas encore le cas. C'est un système où l'hôpital est rentable, et ce qui compte, c'est la rentabilité financière et non plus les besoins sociaux. Parce que vous voyez bien, par exemple, que les cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires, il y en a quelques-unes qui sont en déficit, mais beaucoup ne le sont pas. Tout simplement parce que eux, ils prennent les patients rentables. Voilà. Un peu comme les assureurs qui prennent les jeunes gens plutôt que les jeunes femmes. Vous comprenez pourquoi? Et puis ensuite, et plutôt que les plus vieux, comme moi, qui restent dans les mutuelles. Et donc ça déséquilibre, je dirais, ce qu'on peut appeler la solidarité intergénérationnelle. Donc, on est dans cette période de transition. Il y a donc une double logique qui fonctionne actuellement dans les hôpitaux. Vous avez une logique de rentabilité qui est promue par les ARS avec plus ou moins de détermination. Il y a les ARS tueurs et il y a les ARS soft, hein, d'après les informations que j'ai pu recueillir par l'un des syndicats. Mais en tout cas, ça c'est une logique de rentabilité. Et puis, il y a une autre logique qui est celle des équipes soignantes qui, eux, soignent. Par exemple, on arrive dans les urgences, on est pris, même si c'est dans de mauvaises conditions, même si on attend 4-5 heures, on est pris. C'est pas comme dans le film Psycho de Michael Moore, où on voit dans le film quelqu'un qui arrive dans les urgences d'un hôpital privé et qu'on dit vous pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas souscrit la bonne assurance. Ça ne se passe pas pour l'instant en France. Maintenant, un petit mot sur la dette. Pourquoi il y a la dette des hôpitaux aujourd'hui 1,5 milliard? Je parle de l'ensemble des hôpitaux publics. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que l'implantation de la tarification à l'activité, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire la tarification à l'activité coûte 350 millions d'euros par an, qui n'existait pas avant.
Parce que le système de financement était différent. La deuxième raison, c'est que si vous voulez transformer une structure au forceps, il faut que cette structure soit endettée. Je rappelle une phrase d'un vieux barbu du 19e siècle. Les créanciers tiennent l'État par la dette. Voilà. On l'a vu avec la Grèce. Ce sont les créanciers qui décident la politique de la Grèce. Quand vous avez une structure qui est endettée, c'est les créanciers qui dirigent petit à petit la dite structure. Et puis bien sûr, il y a l'autre raison, qui est celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est la double logique. Les équipes soignantes qui soignent et l'équipe de direction qui dit il faut la rentabilité. Et donc bien évidemment, il y a des services d'urgence qui deviennent déficitaires parce qu'il y a plus d'entrées dans les services d'urgence que prévu. Il faut savoir par exemple qu'en 15 ans, il y a eu, dans les services d'urgence, on a doublé l'entrée dans les services d'urgence. Et je vous assure qu'on n'a pas doublé le personnel. Voilà. Donc, donc l'idée, elle est celle-là. Même aujourd'hui, il faut bien savoir que, pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer, pourquoi il y a l'étatisation qui est en même temps. Il y a privatisation des profits, socialisation des pertes dans la protection sociale et dans l'école, bien sûr. Mais sinon, il faut voir le rapport des forces au niveau masse monétaire. Le budget de l'État, tout ministère confondu, c'est, disons, entre 380 et 400 milliards d'euros. Un grand coup de louche. Le budget de la sécurité sociale, c'est plutôt de 500 à 520 milliards d'euros. Donc le budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie, les retraites, la branche famille, les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est plus important que le budget de l'État. Vous voyez ? Bon. Difficile de privatiser l'État, mais c'est plus facile de privatiser la protection sociale, les services publics, l'école, etc., etc. Un petit mot, puisque ça a été demandé, sur les dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires, c'est plus de 12 milliards d'euros. Parce qu'il n'y a pas simplement que les dépassements d'honoraires médicaux, environ 2,8 milliards, les dentistes et chirurgiens dentistes, 4 milliards, et les actes techniques, 5,5. Donc on est entre 12 et 13 milliards d'euros de dépassement d'honoraires. Mais ça, pourquoi il y a cette croissance des dépassements d'honoraires? Ça a été dit tout à l'heure par Fabien Cohen, c'est qu'à un moment donné, on a autorisé les dépassements d'honoraires. On a ouvert, il y a bien un moment, on a ouvert le secteur 2. Et même récemment, Marisol Touraine, je n'ai pas le temps d'expliquer ce qu'elle a proposé, mais elle a créé un système qui diminuait les dépassements d'honoraires de ceux qui faisaient les plus grands dépassements d'honoraires, mais elle a permis à des médecins qui ne faisaient pas des dépassements d'honoraires de pouvoir le faire dans un contrat d'accès aux soins. Voilà. Donc ça veut dire que tous les gouvernements, y compris le gouvernement de Marisol Touraine sous Hollande, ils ont ouvert les dépassements d'honoraires.
sans doute en priant de ne pas exagérer. Voilà. Et cela avec, je dirais, le soutien des complémentaires santé, c'est-à-dire les assureurs, dont la part de marché ne fait qu'augmenter, les instituts de prévoyance soi-disant paritaires, et les mutuelles, dont la majorité sont de moins en moins des mutuelles. Je ferme la parenthèse, un chapitre entier d'un des livres que j'ai écrit là-dessus. Alors, maintenant un peu les solutions. Sachez par exemple qu'il y a des forces associatives, syndicales, politiques qui suggèrent d'aller vers l'assurance maladie à 100%. Parce qu'il n'y a aucune raison de payer l'assurance maladie et de payer une complémentaire santé, d'autant plus que les complémentaires santé sont plus chers, car je signale que les frais de gestion de l'assurance maladie sont de 6%, et les frais de gestion des complémentaires santé sont de 15 à 20%. Donc vous donnez 1 euro de cotisation à une complémentaire santé, il vous en ressort au mieux 85 euros. Vous donnez 100 euros à l'assurance maladie, il en ressort 94. Donc l'assurance maladie est plus performante. Et que même dans le système d'assurance maladie, sachez que les remboursements sont nettement meilleurs dans 3 départements français, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, où ils ont une taxe additionnelle de 1,5% du salaire déplafonné qui permet le remboursement à 100% des frais hospitaliers, à 90% des médicaments et à 90% de la médecine de ville, c'est-à-dire bien plus que ce qui est fourni là-dessus. Et toutes les études d'opinion montrent qu'ils ne veulent pas en changer, malgré le fait qu'ils ont des niveaux de vie, je dirais, plus élevés que la moyenne nationale. Donc il y a des alternatives de ce point de vue-là. Et ces alternatives, donc l'une des alternatives dont Éric Mep va parler derrière moi, c'est, même si aujourd'hui il y a une augmentation des centres de santé, il faut, me semble-t-il, modifier notre comportement face à la maladie pour une raison simple, c'est que notre adversaire, ce ne sont plus les maladies infectieuses, comme c'était en 1945, mais ce sont les maladies chroniques. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies mentales, etc. Suivant les types de maladies, ça, en 25 ans, ça a été multiplié par 4 ou par 6. Voilà. Et que pour ça, il faut intégrer à l'intérieur du soin, en fait, la prévention. Il faut donc financer la prévention et il faut travailler de manière, je dirais, interprofessionnelle à l'intérieur des professionnels de santé, ce qui est possible par le centre de santé, si on lui donne des possibilités de financement supérieures à celles qu'ils ont aujourd'hui. Alors bien évidemment, là-dessus, quelle pression est possible de faire? La seule pression, c'est les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la pression sur les syndicats hospitaliers est très forte, la diminution des personnels font que, et avec le processus de réquisition, c'est très difficile d'avoir des pressions à partir de l'hôpital. C'est possible, mais les syndicats essayent, mais c'est difficile. Et que donc, ce sont les usagers. Il faut que les usagers comprennent qu'ils ne peuvent plus sous-traiter la défense de leur hôpital, de leur santé, uniquement à leurs médecins de ville et aux syndicalistes hospitaliers.
Il faut, comme le propose la coordination des hôpitaux et maternités de proximité ou la convergence nationale service public, une alliance entre les personnels, les élus et puis les usagers. Pour que les usagers bougent, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Il faut donc développer, disons, la formation, l'éducation populaire refondée, et bien savoir exactement comment les choses se passent réellement. Parce qu'aujourd'hui, et j'en terminerai là, si la résistance n'augmente pas, les pressions vont, elles, augmenter. C'est-à-dire les diminutions de personnel vont augmenter, les pressions qu'il va y avoir vont augmenter. Tout ce qui a été raconté précédemment va empirer. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est plus les besoins sociaux en matière de santé. Ce qui compte pour l'oligarchie, c'est simplement l'augmentation de la rentabilité ici et là. Je vous remercie de votre attention.